Présidentielle du 12 avril 2025, ils sont 8 candidats, vous le savez, qui sont invités à présenter leurs ambitions pour le Gabon, et cela grâce à la HAC, Haute Autorité de la Communication, via bien sûr la Commission d'accès équitable des partis ou groupements politiques aux médias publics. Un candidat, un projet, acte 2, c'est ce soir encore, et ce jusqu'au 10 avril prochain. Merci pour votre fidélité renouvelée. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025 et l'histoire retiendra qu'un candidat à un projet reçoit ce soir Monsieur Alain-Claude Bilebinze. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chimila. Monsieur le Président, permettez-moi tout de suite de vous présenter les journalistes qui m'accompagnent et qui vont vous poser les questions ce soir. Lariska Laure Mamengi de Gabon Première sur les questions politiques, Armstrong Agaya de Gabon 24 sur les questions économiques, et puis Pakita Love Dilebou Mabika de Radio Gabon qui interviendra, elle, sur les questions société, culture et sport. Alors, Alain-Claude Bilebinze, vous êtes né à Makokou, au nord-est du Gabon, un 16 septembre 1967. Vous faites vos études primaires dans le chef-lieu de Logou-Evindo avant d'être admis à l'école secondaire des cadets de police, ESCAP, à Libreville. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous entrez donc à l'université Omar Bongo en faculté des lettres et des sciences humaines. Vous créez le premier syndicat des étudiants dénommé Syndicat des étudiants gabonais, SEG, dont vous serez le premier et le dernier président. Alors, en 2000, vous intégrez la mairie de Libreville, où en 2001, vous êtes nommé directeur de la communication. De décembre 2002 à décembre 2005, vous occupez différents postes dans des cabinets ministériels, notamment au ministère des Droits de l'Homme, puis au ministère de l'Agriculture et enfin au ministère des Transports et de l'Aviation civile. En 2006, vous faites donc votre entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement. La même année, vous êtes élu député de la commune de Makokou et du canton de Tanglouli. En janvier 2007, vous changez de portefeuille et devenez ministre délégué au ministère des Transports et de l'Aviation civile. En mars 2012, vous êtes nommé conseiller politique du président de la République, porte-parole de la présidence de la République. Alain-Claude Bilebinze fait son retour au gouvernement le 11 septembre 2015 en qualité de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. En octobre 2016, vous êtes ministre d'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, porte-parole du gouvernement encore. En mai 2018, vous êtes élu député du siège unique du 2e arrondissement de Makokou et du canton de Tanglouli. En juin 2019, vous êtes nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. En juillet 2020, vous êtes ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Lors du remaniement de mars 2022, vous êtes maintenu ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, auquel on rajoute le porte-parole du gouvernement. Octobre 2022, Alain-Claude Bilebinze est nommé vice-premier ministre. Vous conservez le portefeuille de l'énergie et des ressources hydrauliques ainsi que le porte-parole du gouvernement. Le 9 janvier 2023, vous accédez aux hautes et prestigieuses fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, fonctions que vous allez occuper jusqu'à la prise de pouvoir par les militaires le 30 août 2023. Amateur d'art et de littérature, vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Et si on en parlait » paru aux éditions Silence. Et nous n'oublions pas votre dernier ouvrage intitulé « Aou Maou », Oser l'espérance pour un nouveau Gabon. Et c'est d'ailleurs le maître mot, sinon le slogan de votre campagne sur le terrain. Monsieur le Président, cette présentation sont toutes exhaustives. Vous sied-elle ou trouveriez-vous à redire? Ça me sied parfaitement, juste que l'élection à Makokou a eu lieu plutôt en octobre 2018 qu'en mai. Mais ça me sied parfaitement. D'accord. Allez. Monsieur le Président, votre CV exhaustif montre que vous avez occupé effectivement plusieurs fonctions. Vous connaissez le fonctionnement de l'État au moment où vous briguez la magistrature suprême. Et pourtant, et on l'entend, vous l'avez répété dans votre expression directe, vous demandez pardon aux Gabonais. Pourquoi? Dans la nature des hommes,
Comme dans la vie quotidienne, la question de la remise en cause est essentielle. La question de se poser de bonnes questions, de faire son autocritique, c'est essentiel. Après les événements du 30 août 2023, j'ai pris mes distances, et nous en reparlerons, et j'ai engagé ce que j'ai appelé plus tard mon chemin de Damas. Je suis d'abord allé à la rencontre de moi-même, à la rencontre des miens, à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais, et à leur écoute. Et de cette écoute, il est apparu que de nombreux greffes étaient portés de manière globale au régime que j'avais servi, mais certains greffes me concernaient directement. Entre autres, ma prise de position sur 2016, ces événements de 2016, la crise post-électorale, pour laquelle de nombreux Gabonais me tiennent greffe d'avoir donné un certain nombre de chiffres, d'indicateurs. Ces chiffres que j'ai donnés, manifestement, ont heurté un certain nombre de compatriotes. Je les ai donnés parce que c'était des chiffres officiels, des chiffres de l'État. Je suis républicain et régalien, je suis porte-parole, on me donne des chiffres, je les communique. Manifestement, il y a eu d'autres éléments. Et récemment, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'associations de victimes. Et quelques victimes, en tout cas des parents de victimes avec lesquels j'ai échangé. Et donc, ce pardon que j'ai demandé, ce pardon, c'est un pardon à la fois pour ce qui n'a pas été bien fait de manière collective, mais aussi pour ce que j'ai pu heurter dans mes prises de parole, dans mes prises de fonctions officielles. Et cela, c'est une démarche personnelle. Je ne sais pas si ce pardon sera entendu. Ce que je sais en tout cas, c'est que le fait pour moi de l'avoir demandé, d'une certaine manière, me réconcilie déjà avec moi-même. Et la démarche que j'ai engagée de porter un projet présidentiel, il m'a semblé utile de ne pas l'engager tant que cette question du pardon, je ne l'avais pas faite publiquement. Après, on verra ce que les Gabonais en penseront. Et nous sommes sur ce plateau, Absang. Oui, Monsieur le Président, vous me permettrez d'insister là-dessus. Le pardon tel qu'il est demandé nécessite quand même une part de vérité. Pourquoi demander pardon sur quelque chose dont vous n'avez pas eu finalement les vrais chiffres, si c'est le cas, ou alors, vu que vous avez quand même pu atteindre le niveau de la primature, donc devenir Premier ministre, aujourd'hui candidat à une élection présidentielle, pourquoi n'avoir pas demandé pardon aux Gabonais en leur disant les véritables chiffres? Est-ce à dire que vous ne les avez jamais eus de porte-parole du gouvernement ou alors de la présidence de la République à cette époque et de Premier ministre? Ces chiffres, est-ce qu'aujourd'hui, vous serez à même de dire que vous ne les avez jamais eus? Les chiffres que j'ai communiqués en 2016, je n'étais plus porte-parole de la présidence. J'étais porte-parole du gouvernement. Et je n'ai pas de chiffres contraires. Jusqu'à date où nous parlons aujourd'hui, j'ai entendu un certain nombre de chiffres donnés par quelques ONG qui se contredisent entre eux. Et j'ai entendu aussi qu'il y a eu des charniers. Et la question que je pose derrière le pardon, c'est la question de la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. J'en parle dans mon projet. J'indique que notre pays ne pourra pas être réconcilié avec lui-même si on n'a pas fait la lumière sur ces événements de 2016, et on peut remonter en 2009, on peut aller plus loin en 1994, chaque fois qu'il y a eu élection, il y a eu crise post-électorale avec des morts. Il ne faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Le sang des Gabonais a coulé, il faut avoir l'humilité de se dire, j'ai participé d'un régime, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas donné l'ordre de tuer quelqu'un, il faut que lumière soit faite. Et cette lumière-là, c'est dans le cadre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Monsieur le Président, vous demandez pardon. Il y en a qui ont dit il y a eu 300 morts. Il y en a qui ont dit il y a eu des charniers. Je demande solennellement à ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités. Nous avons justice qui a dit il y a eu des charniers. Qu'attend-il depuis 18 mois maintenant pour engager une enquête? Il a la responsabilité aujourd'hui de l'État dans la matière de la justice. Nous avons un président d'institution qui est président du Sénat, qui était du camp de Jean Ping, qui aujourd'hui a la possibilité d'ouvrir une enquête parlementaire sur le sujet. Nous avons M. Jean Ping lui-même, qui revendique aujourd'hui la restauration de son siège, mais qui ne dit plus rien sur les morts de 2016. Aujourd'hui, on construit la cité-démocratie, on dit qu'il y a eu des charniers. Il faut pouvoir s'arrêter et se dire quelle est la vérité de cela. Monsieur le Président, vous me permettrez de rebondir. Monsieur le Président, vous me permettrez. Allez-y, rebondissez. Vous me permettrez de rebondir. Vous êtes porte-parole. L'on vous donne des chiffres à annoncer à la télévision. Au fur et à mesure de votre carrière politique, vous atteignez quand même un certain nombre de piédestals.
Vous devenez ministre, jusqu'à Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce à dire qu'à ce jour, vous n'avez jamais eu la vérité sur ce dossier, quand bien même les Gabonais aujourd'hui vous pointent du doigt? Pourquoi veut dire demander pardon sur un fait dont vous estimez que vous ne connaissez rien? Dans la question du pardon, il y a le pardon pour ce qu'on a fait. Il y a le pardon pour ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez fait alors en 2016? Vous posez des questions, je fais les réponses. D'accord. Très bien. Je suis là ce soir pour m'adresser aux Gabonaises et aux Gabonais. Ouais. 1h30 pour parler de mon projet. Oui, bien sûr. Et dans ce que je dis, je réponds à vos questions parce que ça rejoint un élément important de mon projet. Ouais. La question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. D'accord. Et je le dis solennellement aujourd'hui. Ouais. Je n'ai eu connaissance d'aucun autre chiffre que ce qui m'a été donné. D'accord. Maintenant, je vous retourne la question. Vous étiez journaliste au Gabon en 2016. En 2016, vous étiez à Gabon 24, me semble-t-il. Et de ce point de vue... Non, Monsieur le Président. Bien. De ce point de vue, en tant que journaliste, avez-vous mené une enquête sur ces événements-là? Monsieur le Président, je vous réponds tout de suite. Oui. Malheureusement, en 2016, et sous l'Ancien Régime, il fallait se contenter de ce qui était dicté. Et sous le nouveau par ce régime. Sous le nouveau régime depuis 18 mois, avez-vous mené une enquête? Sauf que malheureusement, j'ai encore envie de vous dire que le siège de Jean-Ping n'a pas été attaqué sous le nouveau régime. Ce que j'ai envie de... Non, attendez. Je veux aider les Gabonais à comprendre. Ce ne sont pas vos envies qui sont là. Monsieur le Président, ce n'est pas ce ne sont pas vos envies qui sont là, ce sont mes réponses qui sont là. D'accord. Gardez vos envies, je suis là pour répondre aux Gabonais. Bien sûr. Bien. Donc, de ce point de vue, je dis encore une fois, solennellement, je n'ai eu connaissance d'aucun autre chiffre que ce qui m'a été donné par la police et le ministère de l'Intérieur. Je le dis solennellement. Si quelqu'un vous dit le contraire, qu'il vienne à la télévision gabonaise, qu'on en débatte. Après, je dis ceci. J'ai demandé pardon parce que j'ai communiqué des chiffres qui ont heurté les Gabonais. Lorsque je rencontre Madame Aïcha, qui me regarde dans les yeux, j'en ai parlé dans mon expression directe, et qui me dit, Monsieur Bilibizé, je ne vous déteste pas, j'ai de la haine pour vous. Parce que les gens sont morts, on était là, on a vu les morts, et vous entendre dire qu'il n'y avait que 8 morts, ça nous a heurtés. Je dis pardon pour ces chiffres que j'ai donnés. Mais je n'ai pas dit que j'ai commis un acte criminel. Je dis encore une fois, la commission Vérité, Justice et Réconciliation est l'élément fondamental qui permettra d'avoir la vérité des faits. Et vous reconnaissez donc n'avoir pas dit la vérité à cette période? Je reconnais avoir donné des chiffres. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Le chiffre, c'est plus une question de vérité. Qui ne sont pas forcément la vérité, ces chiffres. Les chiffres que j'ai donnés me venaient du ministère de l'Intérieur. D'accord. Bien. Donc, je pose encore une question. Est-ce que depuis lors, l'État gabonais, depuis que j'en parle, a donné une version contraire à ce que je dis? Vous parlez de quel État, Monsieur le Président? Monsieur Agaya. Avant la transition ou l'État sous la transition? Alors, mais l'État avant la transition, comme l'État après la transition. L'État est une continuité historique. Les militaires ont fait une intervention. Les militaires ont une mémoire. Personne ne sort de son groupement, de son unité, sans que ça soit signalé. Personne ne prend une arme dans une armurerie sans que ça soit noté. Personne ne prend des munitions sans que ça soit identifié. Et donc, il y a une mémoire de l'armée qui est là, qui existe. Lorsqu'on voudra connaître la vérité, la mémoire de l'armée parlera, s'exprimera. Donc, il ne sert à rien, ça fait 2 ans maintenant, qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre de médias, un certain nombre de réseaux sociaux manipulés tentent de faire passer Bilibize comme le bouc émissaire, comme si Ali Bongo n'avait eu que Bilibize comme collaborateur. J'aurais donc été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, commandant en chef, commandant d'unité, commandant de groupement, et j'aurais moi-même fait toutes ces interventions. Cela n'est pas vrai. Donc j'attends cette commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est dans mon projet et je mettrai cela en œuvre une fois élu. Je le mettrai en place. Alors cet acharnement, c'est certainement parce que vous restez au devant de la scène. Ceux qui ne sont plus au devant de la scène, effectivement, on ne va peut-être pas, ne pourront pas chacun mène avoir l'acharnement des populations. Mais c'est dit, on passe, Lariska, avant d'attaquer le projet de... Oui, justement, je veux revenir sur la commission Justice, Vérité, Réconciliation que propose Monsieur le Président. Je voudrais savoir à quoi servirait le rôle de la justice dans cette action, dans l'action de cette commission. Est-ce qu'elle va pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres à tous les niveaux? La commission, lorsqu'elle se met en place, et le Gabon ne serait pas le premier pays à le faire, l'Afrique du Sud l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, d'autres pays dans le monde l'ont fait. L'intérêt de la commission Vérité, Justice et Réconciliation
c'est un moment de respiration nationale où on fait appel à plusieurs compétences qui ne sont pas que le domaine de la justice. Il va y avoir des sociologues, il peut y avoir des anthropologues, il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir tous les experts possibles qui ne sont pas que le domaine de la justice. Il y aura des témoins également, ceux qui ont vécu les faits. Il y aura un certain nombre de parents qui ont été là, qui ont vu des choses et qui vont pouvoir s'exprimer. Le fait pour nous de dire qu'il faut cette commission-là ne peut pas empêcher la manifestation de la vérité judiciaire. Si la justice aujourd'hui se saisit du dossier, la justice ira à son terme. Mais la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est d'abord une question de politique nationale pour guérir le pays, pour réconcilier le pays, pour faire en sorte que les Gabonais se parlent à nouveau. Et moi, j'assume d'avoir participé à un régime. Mais je n'ai pas été seul. Et je n'ai pas été dans toutes les actions de ce régime-là. J'en étais un des visages. Vous êtes des journalistes. Dans une salle de rédaction, vous êtes présentateur d'un journal. Il y a derrière cette présentation du journal des petites mains qui ont travaillé, qui ont préparé le journal. C'est vous qu'on voit en train de donner l'information, mais ce n'est pas vous qui avez préparé tous les sujets. Ce n'est pas vous qui avez fait le reportage sur le terrain. On n'a pas fait le montage. Et donc ça fonctionne comme ça également, un État. Chacun à sa place. Le fait pour moi d'avoir porté cette parole-là ne veut pas dire que j'ai été celui qui a été à la manœuvre à tous les niveaux. On veut faire porter un chapeau. Je ne porterai pas ce chapeau. Monsieur le Président, excusez-moi, permettez que je rebondisse sur ma question, Monsieur le Président. Est-ce que vous trouvez que c'est opportun, justement, de mettre en place cette commission dans un contexte où les Gabonais sont appelés à une réconciliation nationale? Est-ce que finalement, c'est opportun? C'est incroyable. Vous savez, j'étais aux responsabilités que cette commission était demandée à la fois par les parents de victimes, par des ONG, par des acteurs politiques de l'opposition. Tout à coup, tout le monde s'est tué. Et on me dit, est-ce que c'est opportun? Alors, le moment opportun serait lequel? Vous qui avez le jugement de cela. Oui, mais Monsieur le Président, nous sommes là sous une ère de transition où on appelait les fils et filles de ce pays à se mettre ensemble pour travailler ensemble et ne plus regarder en arrière. Et donc, à mettre la poussière sous le tapis. Je vous pose la question. Et je vous la renvoie. Monsieur le Président, ici, c'est nous qui posons les questions. Et je fais les réponses. Justement, Monsieur le Président, j'ai quand même envie de rebondir parce que vous venez de donner également un Vous pourrez essayer de ne pas bondir. Oui, bon, vous me permettrez de rebondir, Monsieur le Président. Dans une conférence de rédaction, le journaliste présentateur participe à cette conférence de rédaction et donc il a la responsabilité de ce qu'il rend à l'antenne. Vous le savez aussi mieux que moi. Sauf que dans la condition actuelle de la situation évoquée, Monsieur le Président, j'insiste une fois de plus, vous avez pris et accepté la responsabilité de porter et de donner des chiffres aux Gabonais. Ensuite, après que votre édition d'information à vous soit finie, lorsque vous avez donné ces chiffres, est-ce que vous vous êtes arrêté 5 minutes, quelques années après, j'ai envie de vous dire en 2023, devenu Premier ministre, aujourd'hui candidat à une élection présidentielle, pour dire aux Gabonais, pas seulement pardon, mais que de dire, voici, en ayant occupé des fonctions, des hautes fonctions au sommet de l'État, voici ce qu'il en est. Cette commission, justice, réconciliation et vérité, comme vous l'appelez, je peux m'embrouiller sur les mots, mais en réalité, quelles seront les véritables sanctions que vous proposerez si vous êtes président de la République? Monsieur Agaya, vous aimez vous entendre parler? Non, je vous pose des questions. Vous posez une question, ça fait 3 fois que vous la posez. Je peux comprendre que vous avez été coaché pour poser des questions. Mais je fais des réponses. Vous me connaissez, Monsieur le Président. Et c'est parce que je vous connais que je... J'ai jamais été coaché. Monsieur le Président, s'il vous plaît, pas sous-entendu, question-réponse. Non, regardez. Oui. Ça fait 3 fois que Monsieur Agaya pose la même question. Non, je parle des sanctions sur le plan justice. Quelles seront les sanctions proposées par vous? Mais d'abord, le président de la République n'a pas à proposer des sanctions à la justice. Voilà. Je suis président de la République, il y a l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. Je sais bien que c'est quelque chose qui peut vous échapper. Mais l'indépendance de la justice est un principe cardinal et le président n'a pas à donner des sanctions. Ce n'est pas le rôle du président. Le rôle du président est de mettre en place des politiques publiques et en l'occurrence de dire « je veux une commission vérité, justice et réconciliation ». Elle se met en place, on met en place un groupe d'experts qui va travailler, ça prendra le temps que ça prendra et in fine, s'il y a des cas avérés qui sont transmis à la justice se prononcera en toute indépendance. Je n'ai pas, moi, à décider de sanctions en lieu et place de la justice. On ne vous demande pas de décider. Allez. Mais en tant que citoyen, qu'est-ce que vous direz? Mais le citoyen qui devient président, il est encadré par la loi, l'état de droit. Ouais. Donc l'état de droit veut dire que lorsque vous êtes président, vous ne vous mêlez pas des décisions de justice. Vous n'avez pas fait des enquêtes judiciaires, ce n'est pas votre rôle.
À chacun son rôle dans une république et dans un état de droit. Dans la république à laquelle j'aspire et pour laquelle j'ai produit un projet de société, l'état de droit sera un principe cardinal et la séparation de pouvoir une réalité. C'est pour cela que dans ce projet, je remettrai en cause la constitution actuelle qui est un mélange de genres et personne ne s'y retrouve. Et Voilà. nous allons, Monsieur le Président, nous allons Martial, bien... tu me permets vraiment une dernière question pour boucler avec cette histoire de pardon. Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, s'il n'y avait pas eu le 30 août 2023, vous l'aurez fait? Est-ce que vous aurez demandé pardon aux Gabonais? Voilà, et pour abonder, vous demandez pardon effectivement aujourd'hui. Dans l'ancien, avant 2023, dans l'ancien, ou pendant le régime déchu, on a vu des personnalités se lever, Bertrand Zibi pour ne pas le citer, et claquer la porte. Vous auriez pu le faire, vous ne l'avez pas fait, Monsieur le Président. Je n'ai pas démissionné, je vis au Gabon. Et dans ce Gabon dans lequel je vis, je n'ai jamais quitté mon pays pendant un mois d'affilée. J'ai vu en 1993 une personnalité politique, Jules Aristide Boudès Ouguligende, claquer la porte du PDG, claquer la porte de l'Assemblée nationale et se porter candidat à une élection présidentielle. Passé les applaudissements du moment, quels sont les Gabonais qui ont accompagné Boudès Ouguligende dans sa marche politique? J'ai vu en 2009 Jean Yegendong claquer la porte du PDG avec fracas. Combien de Gabonais l'ont suivi? J'ai fait le choix, moi, de me battre à l'intérieur. Ça n'a pas toujours été facile. Je le décris dans le livre Aoumaou, les contingences qu'il y a eu au sommet de l'État. Je le décris également toutes les dérives qu'il y a eu. Je suis candidat aujourd'hui pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais, notre pays mérite mieux. Je suis candidat et vous me dites, mais s'il n'y avait pas eu le 30 août, est-ce qu'il y aurait eu le pardon? Mais il y a eu le 30 août. On ne peut pas dire, est-ce qu'il n'y a pas eu le 30 août? Il y a eu le 30 août. Et le 30 août a été un moment dans ce pays où un certain nombre de choses ont été remises en cause. Et je reconnais que j'ai eu de ce point de vue une remise en cause en regardant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Bien sûr que ça a été un moment important qui a permis que je me pose des questions, bien entendu. Mais qui ne s'est pas posé des questions? Quel est le Gabonais qui ne s'est pas posé des questions à ce moment-là? Je me les suis posées. Et le 30 août a eu lieu. C'est comme si vous me disiez, est-ce que si Jésus n'était pas mort, vous seriez chrétien? Mais bien sûr qu'il y a eu la mort du Christ qui fait qu'il y ait des chrétiens. Et donc, il y a eu un événement qui a eu des conséquences. Une des conséquences, c'est la remise en cause qui était la mienne. Monsieur Voilà. le Président, Monsieur le Président, vous comprenez, finalement, Monsieur le Président, donc vous comprenez qu'il y a une certaine opinion qui doute de la sincérité de ce pardon, du moment où beaucoup se demandent s'il n'y avait pas eu ce 30 août. Est-ce que nous aurons... Vous savez, le pardon est une notion chrétienne. Je demande pardon, je n'impose à personne de l'accepter. Je demande pardon, et ce pardon, je le demande d'abord aux victimes, aux parents de victimes, à Dieu et au peuple gabonais. Le peuple gabonais appréciera. C'est entendu. Donc, vous pouvez indiquer que ce n'est pas sincère, c'est votre appréciation, mais c'est à chacun d'apprécier. Voilà. Monsieur le Président, on n'a pas l'occasion de vous avoir sur les plateaux de télévision. Juste pour finir, est-ce que finalement, lorsque vous disiez à cette époque, devant la représentation nationale, que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais, en réalité, finalement, vous ne saviez pas. Vous avez une assurance. J'avais cru comprendre que c'était les questions économiques, M. Agaya. C'est l'économie, là? Bien. Non. Allons-y. Le principe, Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans une rubrique, vous savez, elle est pilotée. Et là, nous n'avons pas encore entamé votre projet de J'espère qu'on société va en tant que l'entamer. tel. Je réponds à sa question. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Agaya, j'entends votre chicanerie, mais lorsque je l'ai dit, vous étiez journaliste, quelle analyse en avez-vous faite? Aujourd'hui, parce que le pouvoir il n'est plus entre les mains du PDG et Billy Buzet n'est plus Premier ministre, vous semblez avoir trouvé tout un coup une liberté. Mais la liberté que vous avez aujourd'hui, c'est de passer d'un maître hier à un nouveau maître aujourd'hui. Avez-vous critiqué le CTR une seule fois? Non. Je vous invite à regarder mes analyses. Je regarde à la et vous ne critiquez pas. Je regarde et vous accompagnez, comme vous avez toujours fait. Donc demain, je suis élu, vous serez là pour chanter la même chanson en changeant le nom des personnes dans votre chanson. Donc c'est ce que vous faites. Et donc vous reconnaissez que vous serez président avec les mêmes méthodes? Je serai président et vous serez un journaliste qui va m'accompagner. C'est ce que je dis. Alors, tout de suite, et moi, je mettrai un terme à cela. Monsieur le Président, je réponds rapidement à sa question. Vous avez déjà répondu à la question, Monsieur le Président. J'ai dit à l'Assemblée nationale, et c'est peut-être parce que notre pays n'est pas habitué aux joutes politiques, qu'on ne sait pas ce que c'est une joute politique dans une représentation nationale. Une image sportive est prise par un contradicteur, je lui réponds sportivement
que ce que vous prenez comme image, dans une course de relais, le témoin se passe entre coéquipiers. Ceci est un fait universellement admis. Que vous en tirez ensuite des conclusions qui sont les vôtres, je ne peux rien. J'émets un propos, je suis libre du propos que j'émets, je ne contrôle pas l'interprétation que chacun en fait. Voilà, chacun effectivement est libre d'interpréter comme il l'entend. Allez, votre projet de société parle de politique. Laris Kalor, Mme Guy, politique. Je pense qu'on est, de plein pied, là-dessus. Alors, je vais revenir sur la question de l'état de droit. Je vois dans la partie 4, au grand titre, instaurer une gouvernance nouvelle et transparente à tous les étages de la vie publique. Et là, nous sommes dans le point 4 qui parle de l'état de droit. Les lois sont appliquées de manière équitable et impartiale dans le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Monsieur le Président, la question de la partialité de la justice est encore un gros problème, une vue de l'esprit dans notre pays. Une fois arrivé à la présidence de la République, comment vous allez faire pour que ces lois soient appliquées, pour que finalement la justice retrouve ses lettres de noblesse? Les magistrats, ce sont des Gabonais. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. J'ai suivi d'un peu loin, ensuite d'un peu plus près, toutes les demandes des magistrats. Nous avons un pays où les magistrats se mettent en grève pour demander l'indépendance de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de leur point de vue, la justice n'est pas indépendante et elle ne l'est pas. Moi, président, le président de la République ne présidera pas le Conseil supérieur de la magistrature. Il sera présidé de manière à ce que ce soit les magistrats eux-mêmes qui choisissent librement qui va être celui qui va présider le Conseil de la magistrature, notamment ici, au niveau de la Cour de cassation. Je serai président de la République, que je ne me mêlerai pas des décisions de justice et je n'irai pas dire que dans tel dossier, il y a tel ou tel ou tel élément. Parce que le secret de l'instruction est garanti par la loi et protégé par la loi. Donc la première chose à faire, c'est établir cette séparation nette des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et ici en l'occurrence le judiciaire. Première chose. La seconde chose à faire, c'est de libérer le génie des magistrats. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple gabonais. Il faut les accompagner dans leur formation. Il faut les doter de matériel. Il faut doter les tribunaux d'éléments techniques pour les accompagner. Il faut désengorger. Ils sont submergés sous les dossiers. Il faut les accompagner. Et ensuite, la question de la loi. C'est d'abord la question de l'exemplarité. C'est d'abord la question de se dire, je suis chef, je me dois d'être un modèle. Je suis chef, si une décision de justice concerne un de mes parents, il subit la loi comme tout autre Gabonais. Il faut se le dire. Et après, ne pas avoir d'intervention intempestive pour indiquer que tel, collez-lui telle amende, un tel autre, il a droit à ceci, tel autre, libérez-le. Il faut être dans cette condition-là totalement impartial. C'est comme ça que ça se passait avant, Monsieur le Président? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y avait réellement séparation de pouvoir dans le pouvoir des chefs? Ou alors il y avait pression, injonction? Mais c'est parce que justement ça ne se passait pas comme cela avant, que ça ne se passe pas comme cela aujourd'hui, que je propose un projet différent. Alors, vous parlez de magistrats. Est-ce qu'il n'y a de justice qu'avec les magistrats et les huissiers alors? Mais je parlais des magistrats, les huissiers sont les auxiliaires qui accompagnent. C'est comme si vous me demandiez où sont les avocats, mais c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Les huissiers sont là, ils ont leur rôle à eux. Il n'y aurait pas de décision de justice sans le travail des huissiers, c'est un fait. Il n'y aurait pas le travail de décision de justice sans qu'il y ait les avocats également qui interviennent pour défendre leurs clients, c'est un fait. Donc c'est un ensemble de choses. Je pose la question parce que vous savez que les huissiers se sentent délaissés aujourd'hui, délaissés pour compte dans cet appareil de justice. Il y a eu par le passé un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ont été adoptés, notamment un code particulier pour les magistrats et les huissiers ont également demandé à avoir un certain nombre de dispositifs. Notamment les sièges. Le sujet que je pose, quand je disais tout à l'heure qu'il faut accompagner, il faut des moyens, mais c'est l'ensemble, c'est-à-dire les greffiers, les magistrats et tout le personnel judiciaire. C'est l'ensemble. Mais la première chose à établir, c'est une séparation nette entre l'exécutif et le judiciaire, de manière très nette. Monsieur le Président, une séparation entre l'exécutif et le judiciaire, mais aussi une séparation entre le gouvernement et les entités sous tutelle, pourquoi pas? Nous, le rapport avec la justice. Non, vous comprenez ma question. On reste dans la politique? Mais je comprends pas la question. Non, nous sommes dans la politique, Monsieur le Président. Nous sommes dans l'état de droit.
C'était le sujet que vous aviez évoqué. Vous avez terminé de nous donner les détails recherchés. Et là, je fais le pont, je fais la transition sur une autre question, Monsieur le Président. Ah, c'est quoi la question? Bien. Je dis que cette séparation de pouvoir entre le judiciaire et l'exécutif, pourquoi ne pas justement la calquer entre le gouvernement et les entités sous tutelle? Je prendrai un exemple pour imaginer. Est-ce qu'une fois président de la République, vous tolérerez qu'un ministre de la Communication puisse interférer, sinon puisse prendre le contrôle du conducteur d'un journal, dans un média d'État? Vous connaissez le ministre qui l'a fait? Je vous pose la question, monsieur. Bon, mais Monsieur le Président, je vous pose la question. Très bien. La question des entités sous tutelle, ça n'a rien à voir ici avec la question de la séparation des pouvoirs. Non, je réponds à votre question. Nous sommes bien d'accord, monsieur le Président. Je réponds à votre question. C'est juste une phrase de transition. Le gouvernement de la République dispose de l'administration. Dans cette administration-là, il y a des entités sous tutelle qui sont organisées. Certaines ont un conseil d'administration. Il faut respecter les normes. Le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration. La direction générale, c'est la direction générale. Le ministre assure la tutelle. Et la tutelle, ça veut dire qu'on donne l'orientation politique, on donne l'impulsion politique et les entités sous tutelle agissent. Et donc, je ne vois pas très bien la question de la séparation, c'est juste le respect de la déontologie administrative, le respect des normes de gestion de l'État, et chacun devra, et dans mon projet, j'indique très clairement la question de la société de confiance. Ça veut dire une société dans laquelle la norme est respectée. Ça veut aussi dire la question de la bonne gouvernance qui est largement développée dans mon projet de société. Ce n'est pas chacun qui décide ce qu'il veut. Il y a la norme, il y a la loi, et on fait appliquer la norme et la loi. Monsieur le Président, excusez-moi. Je vais revenir sur mon image. Vous êtes président de la République, vous avez un gouvernement. Vous apprenez que le ministre de la Communication a quasiment fait le conducteur du 20h du Média National. Est-ce que vous allez tolérer un tel écart? Mais un ministre n'a pas fait un conducteur. Pourquoi il le ferait? Ce n'est pas son rôle. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas le genre de choses que demande à un président, ça. Vous voyez, le président préside la République. Le gouvernement gère au quotidien l'État sous l'autorité du président de la République. Dans ma conception du pouvoir, le président ne se mêle pas de tout. Dans ma conception du pouvoir, le président n'a pas à regarder ce que fait un directeur général. Il n'a même pas à l'appeler au téléphone pour dire il faut que tu payes tel fournisseur. Le président de la République préside la République et le gouvernement, avec ses différents démembrements, gère au quotidien l'État. C'était comme ça avant, Monsieur le Président? Parce que ce n'était pas comme ça avant que je suis candidat, que ce soit différent. Merci. Monsieur le Président, moi je souhaite rester sur cette question liée à la justice. Vous me permettrez de vous titiller un tout petit peu quand même. Aujourd'hui, la personne qui doit gérer le pays au soir du 12 avril prochain doit avoir une certaine moralité. Lorsqu'on parle de justice, cette justice, vous l'avez dit, elle n'a pas fonctionné. Ou alors, elle ne fonctionne même pas. Vous avez vécu des situations que tous les Gabonais ont appris sans avoir la véracité de ces informations. Pour avoir été, par exemple, comme ça a été dit, en détention, parce que je ne parlerai pas de prison, puisque je ne peux pas l'affirmer, si un jugement avait été prononcé. Au stade où on en est, pensez-vous que cette justice, à votre époque, lorsque vous avez connu cette situation, fonctionnait normalement? Qu'est-ce qu'il faut changer véritablement? Je m'étais demandé, dans la question des poubelles, qui va tirer le sort? Et je vois que c'était vous. Mais je réponds à votre question. Et laissez-moi le soin d'y répondre, une bonne fois pour toutes. Parce que vous, comme certains de vos confrères, à chaque fois, ça met à la une, Billy Biza a été en prison. Donc je vais en parler librement. C'est vous qui venez de le dire. Retenez ça une bonne fois pour toutes, je vais en parler librement. Vous savez ce qu'on appelle la Cour de cassation. C'est la plus haute juridiction en matière judiciaire. La Cour de cassation s'est prononcée et a cassé tous les jugements. Lorsque j'ai été mis en détention, je n'ai pas vu un seul juge avant la détention. Pas un seul. On m'a pris de chez moi, on m'a mené à la DGR. De la DGR, je n'ai pas vu un juge, on m'a conduit directement en détention. Ce n'est qu'étant là-bas que mon affaire a été appelée 10 jours après et que ça a été jugé.
Et donc, je n'ai pas vu un seul juge. C'est pour cela que je dis, la justice doit cesser d'être instrumentalisée. Elle a été instrumentalisée et j'ai ici l'arrêt de la Cour de cassation dans cette affaire. Et une fois pour toutes, j'aimerais que cette affaire cesse de faire les choux gras. Si je suis candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle, c'est qu'on a produit un casier judiciaire vierge. Ce casier judiciaire vierge veut dire qu'il n'y a pas de fait retenu contre moi par la justice de mon pays, rendu au nom du peuple gabonais. Ça, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui date de 2009-2010. Voici le numéro de l'arrêt de la Cour de cassation. Et je lis rapidement le dispositif parce que on n'est pas là pour cela. Il faut que chacun le sache. Je lis le dispositif, que les Gabonais comprennent. Par ces motifs, et par les motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, la Cour de cassation, 1. Casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 22 janvier 2008 par la Chambre correctionnelle. 2. Annule le mandat d'arrêt décerné contre le député Bilibize Alain Claude. 3. Prend acte de ce que Dame Intel, je cite pas son nom, partie civile, dit avoir entièrement été dédommagée, dit n'avoir plus lieu à poursuivre ses affaires dans aucune autre cour. Est-ce qu'on peut définitivement finir avec ça? Est-ce que ce n'est finalement pas la même justice lorsque vous déclarez le bilan de 2016, par exemple, qui ne s'est pas autosaisi, parlons du parquet de la République, dont vous décriez aujourd'hui le fonctionnement de cette même justice, qui vous a permis d'avoir ce document qui vous rend blanchi de cette situation? Je dis, sur la question de l'état de droit, la justice doit être indépendante. D'accord. Sur la question que vous avez évoquée, la justice a été manipulée et utilisée. Et je dis plus jamais ça dans un état de droit. C'est ce que je dis. Je me suis battu pour aller jusqu'en cassation, pour faire reconnaître mes droits, et ce qui me permet aujourd'hui d'être candidat à l'élection présidentielle blanchi totalement. Et donc toutes ces affaires sont des affaires maintenant de médias et de presse. Et je suis étonné que sur ce plateau, alors que je parle de mon projet, qu'on me reprenne des arguments utilisés contre l'un de mes adversaires dans un meeting. Je trouve ça curieux et c'est assez bas dans l'expression de l'affaire publique. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on a un projet à proposer. Et moi, je suis venu vous proposer un projet et nous sommes là, en toute liberté. Lariska, continuez. Et ce projet, pardonnez-moi, on va boucler la partie. Pardonnez-moi, M. Tchibinda. Et ce projet que je porte est un projet de rupture. Rupture avec précisément ce qui a mal fonctionné, dont les méthodes du passé. Rupture avec une justice aux ordres. Rupture avec une justice qui dit les décisions. Lorsqu'on l'appelle au téléphone, il faut rompre avec tout cela. Et c'est pour ça que je porte ce projet, parce que j'ai vécu l'intérieur, les dysfonctionnements de l'État. Je les ai vus. Et j'ai vu comment les Gabonais en ont souffert. Et je dis aujourd'hui, pétri de cette expérience-là, pétri de cette connaissance-là, je me dois, en tant que Gabonais, de proposer autre chose que la continuité de ce système. Et j'ai un contradicteur qui, lui, est dans cette continuité et je suis dans la rupture. Et parlant de cette rupture, justement, nous restons dans l'aspect politique. Rupture également ou réajustement avec la France? Mais dans le projet que je porte, je le dis très clairement, en matière de diplomatie, en matière de relations internationales, il n'y a pas de petite souveraineté. Et j'indique qu'il faudra revoir certains accords de coopération économique, diplomatique, militaire avec la France. Ça veut dire que êtes-vous pour la fermeture de la base militaire française? Je suis pour réexaminer, mais la base militaire française, madame, ce n'est pas un sujet tabou pour moi. Ce sont des sujets, dans le cadre de mon projet, j'ai indiqué que nous mettrons en place une nouvelle stratégie de défense nationale. Et nous allons convoquer un certain nombre d'indicateurs avec les militaires pour nous asseoir et prendre une loi d'orientation militaire. Dans cette loi d'orientation militaire, sommes-nous montés en puissance en matière de marine nationale? Sommes-nous en capacité nous-mêmes de protéger nos côtes, notre territoire en mer, sachant que le territoire en mer, il est presque aussi grand que le territoire terrestre? Est-ce qu'on est en capacité d'avoir une aviation autonome aujourd'hui? Est-ce que nos forces terrestres sont en capacité de se déployer? Une fois qu'on a dit cela et qu'on est monté en puissance, que me fait le camp de Gaulle au Gabon? Il me sert à quoi le camp de Gaulle au Gabon? Justement, Monsieur le Président,
Le candidat actuel, président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé récemment avoir lancé des discussions pour le retrait de la base militaire française en ne laissant que les instructeurs et au passage en baptisant le camp de Gaulle à un nom honorifique du pays. Comment vous appréciez ces négociations? Emmanuel Macron a nommé un envoyé spécial, Jean-Marie Bockel, qui a été ministre français et qui a la particularité d'avoir perdu son fils dans une intervention au Sahel. Il a été envoyé spécial en Afrique sur la question militaire et des bases militaires françaises. Le Gabon et un autre pays africain font partie des seuls pays qui n'ont pas demandé aux Français de partir. Et donc, ce qu'il raconte là, ce n'est pas lui qui l'a décidé, c'est la France elle-même qui a décidé, déjà sous Ali Bongo, de revoir sa stratégie au Gabon, de revoir la question du camp de Gaulle et d'enlever un certain nombre de forces et de garder ici uniquement la question de la formation. Donc, il n'invente rien. Il raconte la récitation de son maître. Monsieur le Président, fin de la France-Afrique. Mais la France-Afrique, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Oui. Sous Billy Binzé, j'ai été ministre des Affaires étrangères. Et j'ai clairement indiqué, regardez les archives, j'ai indiqué que le Gabon doit défendre sa souveraineté librement. Et que le Gabon doit choisir les partenaires. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre les Français dehors. Je dis qu'il faut discuter avec eux, en responsabilité. Ce sur quoi nous sommes d'accord, on tombe d'accord. Ce sur quoi on n'est pas d'accord, on constate un désaccord et on se sépare sur ce point-là. C'est un partenaire important pour nous. Je n'ai pas dit qu'il faut les chasser du Gabon, ce n'est pas le propos. Je dis que le Gabon doit faire sa montée en puissance dans ses forces, être en capacité lui-même de se défendre. Aujourd'hui, l'armée gabonaise fait partie des moins bien classées en Afrique. Fait partie des armées les plus fragiles en Afrique. 33e sur 38 évaluées. Est-ce qu'avec ça, nous sommes en capacité de nous défendre, de nous protéger? Il faut donc investir massivement là-dedans, faire en sorte que nous montions en puissance, mais mieux former nos soldats, mieux les encadrer et faire en sorte que nos soldats ne soient pas utilisés pour les questions politiques, mais que ce soit des soldats qui ont choisi l'armée, la défense et qu'on les accompagne, qu'on les traite bien. Et donc, c'est cela mon projet. C'est écrit noir sur blanc. Monsieur le Président, Dernière question, Lariska, on va passer à la transition. À ce moment-là, elle sera à deux volets. Allez-y, rapidement. Le premier volet, c'est sur la dernière phrase que vous avez donnée tout à l'heure, disant que le président de la transition actuelle ne fait que réciter les leçons de son maître. J'aimerais comprendre cette phrase. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, je constate. Je constate que le président de la transition actuelle a été coaché dès le début par les chancelleries occidentales à Libreville. Vous en savez quelque chose? Oui, madame. Qui lui ont dit ce qu'il faut édifier? dire. Mais je suis en train de vous parler. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Qui lui ont dit qu'il ne faut surtout pas proclamer la rupture avec la France. Il ne faut pas se rapprocher de telle autre puissance. Il faut dire ceci, il faut dire cela. Il a récité cette leçon-là. Vous avez des preuves de ce que vous affirmez, Monsieur le Président? Madame, je suis devant vous et devant les Gabonaises et les Gabonais. Vous me voyez en train de dire une telle chose sans avoir d'éléments? Je suis devant vous, madame, candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je vous en dise davantage? Le 30 août 2023, à 14h, l'ambassadeur de France, M. Alexis Lamec, est venu voir le général Oligui dans son bureau, lui porter un message de l'Élysée. Le 30 août 2023, à 14h. Vous y étiez? Madame, je vous parle, et si quelqu'un peut dire le contraire de cela, les archives de l'ambassade de France sont là, les archives de la présidence sont là. Point. Allez vérifier. Alors, je vais aller sur le deuxième volet de ma question, parce que sinon, le deuxième on va volet, aller sur la recherche de preuves continuelles. Vous avez dit dans votre projet de société, là je suis sur le point 11, garantir la sécurité des personnes et des biens. Je vais paraphraser quelques lignes en disant le Gabon a besoin d'une immigration choisie et ne doit plus subir une immigration contrôlée. Ce qui a attiré mon attention, vous avez dit, cette immigration des pirogues et de frontières passoires que nous subissons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire dans ce passage? Je veux dire que nous sommes un pays libre et nous devons choisir librement qui vient chez nous. Une immigration choisie, ça veut dire que nous avons des besoins dans certains domaines et il faut clairement indiquer de quel domaine il s'agit et de qui on a besoin, soit de manière temporaire, soit de manière durable, comme font d'autres pays dans le monde. Nous ne sommes pas contraints de subir l'immigration par pirogue, par la route, par toutes les voies illégales. Et
Cette immigration qui arrive de cette façon-là, elle nous amène quoi? La drogue, entre autres, le grand banditisme, entre autres. Et cela, nous ne pouvons pas le subir. C'est un phénomène observé mondialement, Monsieur le Président. C'est pas parce que c'est mondialement observé que le Gabon... Comment comptez-vous justement faire mieux que ce qui est déjà fait un peu partout? Rien n'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. Depuis quand, moi, quand je vais dans les quartiers, hier encore, j'étais dans les quartiers de Libreville, à Tarouba. Il y a une dame qui a posé la question de l'insécurité, en disant, mais qu'est-ce que vous ferez pour la question de l'insécurité? Je me promène dans les quartiers, nous étions l'autre jour à Lalango. On m'a dit qu'en plein jour, on braque. Mais la première chose à faire, c'est de se dire, nous devons nous protéger. Nous protéger face à une immigration qui envoie chez nous ce dont personne ne veut chez eux-mêmes. Et donc, de ce point de vue, j'assume parfaitement de dire que nous ferons une immigration choisie. Ça veut dire une immigration que le Gabon lui-même décide. Nous avons besoin d'enseignants, très bien. Nous avons besoin de médecins, très bien. Nous avons besoin d'ouvriers agricoles, très bien. Mais on n'a pas besoin de ceux qui arrivent ici, distribuer le cobolo et autre chose. Et donc, cela, nous allons mettre un terme à ceci. Mais en même temps, les filières sont importantes. Parce que là, on parle des petits. Mais tous les grands, on a eu un scandale où on a eu des officiers de police impliqués dans des questions de drogue. Où en est l'enquête? Que sont-ils devenus ces officiers de police qui ont été impliqués dans la question de la drogue au Gabon? Sous le CTRI, que sont-ils devenus? Et donc nous mettrons un terme à cette impunité. Mais Monsieur le Président, sous le système déchu, il y a eu pas seulement des officiers supérieurs, même des hauts cadres de la République, parfois impliqués dans des questions similaires. On n'a jamais eu de résultat d'enquête ou même eu d'informations officielles sur le fait qu'il y ait eu une enquête. C'est pas nouveau. Vous me donnez l'impression que votre poids c'est risque dès qu'on attaque le CTRI. Oh non, moi, je suis candidat face au TRI. Non, c'est votre impression. Répondez à la question, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas entendu de question. C'était quoi la question? Monsieur le Président, la question est de savoir si l'enquête que vous demandez aujourd'hui pour des faits qui se sont déroulés sous le CTRI, des faits qui ne sont pas nouveaux, il y a eu les mêmes faits sous l'Ancien Régime. Où sont ces enquêtes? Je ne suis pas là pour défendre l'Ancien Régime, madame. Je suis là pour poser un projet aux Gabonaises et aux Gabonais. Sauf que vous avez un bilan sous cet Ancien Régime. En prenant en compte justement les errements de l'Ancien Régime et en prenant en compte les incapacités du CTRI. Voici un pouvoir militaire. Les casernes, aujourd'hui, sont pires qu'avant. La situation du soldat, aujourd'hui, elle est laquelle? Il n'y a que les généraux qui, en haut, se satisfont, qui se partagent les prébendes de l'État. Mais le soldat de base, qu'est-ce qu'il a, lui? Le soldat de rang, il n'a rien. Il n'a strictement rien. Sa condition n'a pas changé. Ni son équipement, ni sa formation, ni son logement. Ce sont ces soldats qui vous le disent, Monsieur le Président? Mais je suis dans les villes de Libreville. Je suis à Libreville, je parle avec des Gabonaises et des Gabonais. D'accord. Parmi lesquels des soldats et des officiers qui font ces constats-là. D'accord. Alors, Monsieur le Président, une petite transition. Et on va parler politique. On n'a pas encore Élection présidentielle avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligingema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingol. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Voilà, on revient donc après cette transition par les politiques. Non, on a parlé politique, on va embrayer, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, sur les questions économiques. Armstrong Agaya. Monsieur le Président, votre projet de société fait état de la souveraineté industrielle. Par exemple, parmi tous les points qui sont contenus là-dedans, quelles actions dans ce sens pensez-vous mener véritablement? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette prise de conscience? J'ai été ministre, et vous l'avez suffisamment rappelé. Ayant été ministre, j'ai voyagé dans mon pays et j'ai voyagé en dehors du Gabon. Ouais. Un pays qui veut se développer doit prendre en main les leviers de son économie. Et la question de la souveraineté industrielle se pose. Ouais. Parce que notre pays
depuis maintenant 60 ans, sinon un peu plus, continue sur son territoire une économie héritée du modèle colonial, c'est-à-dire la rente. Et cette économie de rente, je rends encore hommage ici à un compatriote gabonais, Gabriel Tougou, qui a bien décrit dans un livre qu'il a publié récemment la question des damnés de la rente. Cette économie de rente n'a pas permis à notre pays de se développer. Et donc, de ce point de vue, nous devons reprendre en main notre économie et engager une stratégie de diversification de l'économie. La souveraineté industrielle, ici, c'est d'abord la question de la maîtrise de nos matières premières, la maîtrise de leur transformation, la maîtrise des filières qu'il faut créer et des clusters à créer ici, sur le territoire national. Donc, il y a ce premier point de vue. Le second point de vue, c'est se dire, nous ne sommes peut-être pas en capacité de nous développer tout seuls, on a besoin de partenaires. Mais ces partenaires qui arrivent chez nous, dans quelles conditions est-ce qu'on les accueille? Donc la question de ces partenariats-là, pour faire en sorte qu'il y ait un minimum prévu par la loi qui ferait que l'État gabonais ou les privés gabonais soient automatiquement des partenaires des groupes internationaux qui arrivent chez nous. Et ensuite, se dire que les différentes filières qu'on va développer, prenons la question de la filière bois. Sur la question de la filière bois, il y a eu le modèle qui a été proposé avec Nkok. Ce modèle, il faut aller au-delà. Aujourd'hui, on va à Mekambo, on va à Mimongo, on coupe des grumes, qu'on transporte tout le long du territoire national jusqu'à Nkok. Il va falloir installer à l'intérieur du pays des unités de transformation. Donc, des mini-Nkok qui vont se déplacer à l'intérieur du pays pour créer sur place de l'emploi, des richesses et des PME sur place. Et donc, c'est une stratégie globale qui est en place et que nous avons pensé, non pas sur un coin de table avec quelques spécialistes, mais en allant sur le terrain, en discutant avec des acteurs économiques, en discutant avec les Gabonais, en discutant avec un certain nombre d'opérateurs. Voici la stratégie qu'on a proposée. Monsieur le Président, excusez-moi. Au cours de ces 19 derniers mois, nous avons assisté au rachat de plusieurs sociétés pétrolières et même dans le secteur bois avec le rachat très récent de la SNBG. Si l'on s'en tient à votre discours, est-ce que nous ne sommes pas là face à un cas pratique, face à une impulsion donnée justement à cette vision? À Salah, c'est une catastrophe financière et industrielle. Comment tous ça, les indicateurs aujourd'hui, tous les journaux les plus sérieux, tous les indicateurs vous montrent, première chose, c'est que ces champs marginaux, lorsque vous voyez un opérateur sérieux s'en aller et céder à l'État, parce que les champs marginaux sont très difficiles à exploiter. Ça demande une technicité beaucoup plus importante, beaucoup plus de ressources. Et donc ce qui a été fait là a été un très mauvais choix. Et aujourd'hui, on vous montre bien que certains champs sont à sec, on ne peut plus rien trouver, notamment sur la Salah. Ensuite, là, il y a Tullow. Quand vous avez encore une fois un industriel important qui s'en va, demain, ce sera Total qui s'en ira également, parce qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes. Et donc, en réalité, on rétrocède à l'État ce qu'un industriel privé n'arrive plus à exploiter parce que ce n'est plus rentable. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une rétrocession, Monsieur le Président? Mais, Madame, premièrement, le code du pétrole qui a été élaboré et dont les textes d'application ont indiqué par des décrets que l'État gabonais se porte acquéreur en forme de préemption une fois qu'un opérateur s'en va, c'est dans les textes qui ont été pris sous Ali Bongo. Donc il n'a rien inventé là. C'est des textes qui existent sous Ali Bongo, il n'a rien inventé. Première chose. Deuxième chose, je vous dis, il n'y a pas derrière ça une stratégie industrielle claire. Vous avez aujourd'hui des hommes d'affaires prospères sur le continent et qui vous disent que ce n'est pas en amont pétrolier qu'il faut investir, c'est plutôt en aval. Aujourd'hui, vous savez chez qui on achète nos produits pétroliers transformés, c'est-à-dire chez qui on achète le carburant, on importe du Togo, le carburant. Parce qu'on n'a pas de capacité. Monsieur le Président, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Nous n'achetons pas du carburant au Togo. Le Togo ne vend pas de carburant. Le Togo est un espace de stockage de produits. Nous n'avons certainement pas... Mais de quoi vous parlez, madame? Si, Monsieur le Président, excusez-moi. Nous avons récemment interviewé la Sogara. Mais madame, je vous dis aujourd'hui, que le Gabon... il y a même un projet d'extension justement de cette usine pour que nous puissions, le Gabon puisse enfin remplir le marché la demande du marché national. Ce que je vous dis est factuel. Le Togo ne vend pas de pétrole, c'est même pas un pays pétrolier, Monsieur le Président. Madame, ce que je vous dis est factuel. Ce n'est qu'un espace de stockage. Est-ce que je peux parler? Allez-y, Monsieur le Président. Il stocke pour vendre. Monsieur le candidat. Il stocke pour vendre. Et le Gabon achète aujourd'hui le pétrole, le carburant au Togo. C'est un fait, c'est factuel, madame. Regardez la balance commerciale entre le Gabon et le Togo.
elle est défavorable au Gabon parce qu'on importe nos produits pétroliers du Togo. C'est factuel. Voilà. Donc, si vous ont dit ça à la Sogara, ils vous ont dit ce qu'ils ont voulu vous dire, mais la réalité, elle est là. Monsieur le Président, vous avez parlé de la zone spéciale de Nkok et vous l'avez présenté hier comme un levier, un important levier économique. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, sachant que les Gabonais qui y travaillent ne passent pas une heure sans se plaindre de leurs conditions de travail? Mais ça, c'est le travail de l'administration, ça. Est-ce que le fait qu'un Nkok ait été un levier économique empêche que l'inspection du travail fasse ce qu'elle a à faire? Mais si les Gabonais ne sont pas contents, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une économie qui puisse être aujourd'hui rentable? Madame, un État est organisé. Ce n'est pas parce qu'on a eu la volonté de créer la zone d'un Nkok que ça empêche l'inspection du travail de faire son travail à elle. Il faut bien que le Gabonais, dans son travail, dans son territoire, soit protégé par la loi. Et en l'occurrence ici, le Code du travail. Donc si le Gabonais se plaint, il faut entendre cette plainte. Mais Nkok a été un modèle. Il faut maintenant étudier, est-ce que ce modèle est fini? Est-ce que ce modèle est parfait? Est-ce qu'il y a lieu de l'améliorer? Je pense qu'il faut l'améliorer. Je pense qu'il faut l'améliorer. Et je viens d'indiquer tantôt qu'en améliorant ce modèle-là, il faut laisser au niveau de la zone d'exportation, qu'est notamment Libreville avec son port d'Ovendo, la question des produits quasiment finis ou semi-finis. Mais l'arrière-pays doit abriter les premières unités de transformation pour y créer de l'emploi également. Parce que Nkok, ça a été quoi? Nkok, ça a été de dire on ne peut pas exporter le produit brut parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. Il faut donc pouvoir transformer pour avoir de la valeur ajoutée. Une fois qu'on a dit cela, on a créé ensuite le même phénomène en allant couper dans l'arrière-pays sans laisser là-bas de l'industrie et des emplois. Et donc, il faut faire la machine inverse pour repartir industrialiser l'intérieur du pays, mais ça nécessite naturellement qu'il y ait de l'énergie, ça nécessite naturellement qu'il y ait des infrastructures. Et ça, c'est dans le projet également. Dans la refonte. Pardon? Dans la rupture, la refonte de tout ce que vous avez cité dans votre PDS. J'ai indiqué, madame, que la rupture, c'est de faire en sorte que ce qui n'a pas bien fonctionné soit abandonné. Mais la rupture, ça ne veut pas dire que le pays repart de zéro. Il y a ce qui a été bien fait, dont il faut s'inspirer et qu'il faut encourager. Mais ce qui a été mal fait, il faut faire cette rupture. Elle est indispensable, elle est nécessaire. La rupture, il faut réenclencher l'espérance. Notre pays a besoin d'espérance. Monsieur le Président, excusez-moi. Alors, permettez-moi, Monsieur le Président, puisque mon rôle, c'est d'aller fouiller dans les poubelles, vous me permettrez de continuer à le faire, en restant sur ce domaine économique, puisque cela m'intéresse beaucoup. Dans mon village, il est dit que l'on ne traverse pas une rivière en s'abritant sur ce qui peut s'apparenter à un arbre quand ça peut être un serpent. En réalité, lorsque vous faites cet état de lieu, en parlant du pétrole, par exemple, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Pourquoi l'industrie, par exemple pétrolière, n'a pas évolué durant ces nombreuses années? Vous avez été Premier ministre. Les faits que vous évoquez, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous allez revoir? Parce que, vous le dites, les Gabonais vous suivent, mais ils ne comprennent pas forcément. Peut-être indiquer aux Gabonais concrètement qu'est-ce qui ne fonctionne pas en l'état actuel des choses, bien avant tout cela, même avec le rachat d'Assala, par exemple. Vous savez, M. Agaya, moi, je ne vous suivrai pas dans votre propos de dire que les Gabonais ne comprennent pas. Je trouve que c'est fort de café. Les Gabonais sont assez mûrs, ils sont matures, ils savent ce qu'on leur dit et ils comprennent parfaitement ce qui est fait. Monsieur le candidat, on parle quand même de questions économiques. Tout le monde n'a pas forcément accès à certains codes. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que ma grand-mère, Amoulengi Binza, ne comprend pas forcément ce que vous dites de la façon dont Mais quand je vous aurais expliqué plus davantage... En français facile, monsieur le candidat. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, et je l'ai indiqué tantôt, c'est que nous nous sommes comportés en poursuivant la stratégie coloniale du pays. Le colon venait, il prenait ses matières premières et il partait. Et le pays, dans les premières années d'indépendance, a poursuivi cela. Je le décris dans le livre Aoumaou. Et Gabriel Tougou en parle également. Et je dis aujourd'hui qu'il faut en finir avec cette économie de rente et il faut aller sur la transformation de l'économie, il faut aller sur la diversification de l'économie pour ouvrir de nouvelles filières. Et l'industrialisation? Mais bien sûr. Également. Mais bien sûr. Et ouvrir de nouvelles filières. Dans ces nouvelles filières dont je parle dans mon projet de société, prenons deux éléments. L'agriculture.
On prend l'agriculture, on ne peut pas aujourd'hui développer l'agriculture parce qu'il manque un certain nombre d'éléments concrets. Un, la formation. Il n'y a aujourd'hui dans notre pays aucun lycée agricole fonctionnel. On ne pourra pas avoir d'agriculteurs qui ne sont pas formés. On ne va pas nourrir le pays en cultivant comme nos grands-parents. Il faut donc aujourd'hui des lycées agricoles pour la formation. Deuxième élément, il faut amener l'industrialisation de cette filière-là en amenant la machinerie agricole. Mais ça veut aussi dire que derrière cela, il faut des financements. Il faut donc asseoir des financements derrière cela. Et la technicité, avec du matériel végétal importé notamment, et amélioré. Ça veut dire que c'est des filières qu'il faut aujourd'hui examiner et ouvrir et lancer. C'est potentiellement générateur d'emplois, mais derrière la question de l'emploi, c'est aussi la question de la souveraineté. Nous sommes extrêmement dépendants des importations pour ce qui est des produits alimentaires. Il faut donc financer l'agriculture en ponctionnant une part sur les importations pour pouvoir financer l'agriculture nationale. Et donc c'est une filière importante. Deuxième élément, la pêche. Nous avons, on nous dit 800 km de côte, en fait 1000 km de côte de long en large. Mais la profondeur de notre surface en mer, je l'ai dit tantôt, c'est presque équivalent à la surface terrestre. Et nous avons zéro industrie de pêche, zéro armement. Voici un secteur à développer totalement pour avoir de nouveaux éléments qui vont porter demain la croissance. Et la question des mines. Sur Belinga, moi je me suis battu pour qu'on lance Belinga. Pourquoi? Parce que nous sommes en concurrence sur ce dossier-là avec la Guinée-Conakry, notamment le jugement de Simandou. Le premier qui va lancer son jugement va freiner les autres. Si dans les 3 à 4 ans à venir, on n'a pas lancé Belinga et que la Guinée lance Simandou, il faudra attendre 15 à 20 ans avant que Belinga soit à nouveau un élément attractif sur le marché. Et donc voici des éléments concrets. Et l'après-pétrole, c'est déjà là. Nous n'avons plus aujourd'hui de nouvelles découvertes et le pétrole, il nous reste 10 à 15 ans d'exploitation maximum. Ça veut dire que si on continue comme cela, à ne pas diversifier l'économie, on va se retrouver dans le mur. Et quand on dit 10 ans pour un État, c'est demain. Voilà, voici la réalité. Sauf que ça semble un peu utopique sur le court, le moyen et le long terme. Si vous êtes élu au soir du 12 avril 2025, quelle est la marge de temps que vous vous donnez pour arriver justement à ce niveau-là? Non, si vous permettez, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas compris un sujet que vous le qualifiez d'utopie. Ce dont je parle est sérieux. De 2009 à 2023, ce sont les mêmes projets que les Gabonais ont entendus. Monsieur le Président, donc en réalité... dans le même ordre d'idée, nous avons eu un projet assez ambitieux, salué d'ailleurs, le projet Graines, qui a pompé énormément de sous. Et nous savons tous que ça n'a accouché d'une souris. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le temps? Mais parce que nous le savons que ça a mal fonctionné, c'est pour ça que je propose un projet différent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Monsieur le Président? Vous avez peut-être, vous, la possibilité de repartir corriger votre passé. Faites-le. Moi, j'ai un passé que j'assume. Je m'appelle Billy Bize. Je suis une panthère et j'ai mes tâches. J'assume mes tâches. Donc, j'ai été dans un pouvoir, j'assume ce qui a été bien fait, j'assume aussi les erreurs de ce pouvoir-là. Et je m'en inspire pour corriger. Et ce qui n'a pas fonctionné dans le programme Graines, c'est quoi? On n'invente pas un agriculteur du jour au lendemain. On ne dit pas à quelqu'un, voilà, vous êtes une coopérative, installez-vous là, sans formation, sans encadrement, sans financement. On est venu avec des pelles mécaniques, on a des souchets, des forêts entières, on a enlevé tout le muscle qui pouvait produire facilement en matière agricole, et on a fait quoi ensuite? Pourtant, et donc ça a été des erreurs. Et nous, inspirant de ces erreurs-là, nous voulons construire un passé, un futur différent. Vous me posez des questions sur le programme Graines. J'ai été membre du gouvernement. Mais il ne vous a pas échappé que j'ai payé mes agricultures. Ça ne vous a pas échappé quand même. Il nous reste 5 minutes. Non, Monsieur le Président, je vous dis... Et donc mon projet... C'est un projet qui a été porté par tout le gouvernement, qui a été porté par tout l'exécutif. Et c'est pour ça que je dis, moi aujourd'hui... Ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'avez pas été... Moi aujourd'hui, m'inspirant de ces erreurs-là, je construis un projet nouveau en m'inspirant des erreurs du passé. C'est ça aussi l'expérience. Nous avons mal fait hier, j'ai maintenant un projet pour demain, parce qu'on s'inspire aussi que ça a mal fonctionné. Et quel serait ce projet concrètement concernant l'agriculture, justement, puisqu'on en est... Mais je viens de le dire, il y a la question des zones agricoles. Il faut la formation. On ne fait pas l'agriculture sans formation. J'ai parlé des lycées agricoles. Mais dans un lycée agricole, on n'apprend pas seulement à planter, à cultiver. On apprend aussi la machinerie agricole. Lorsqu'on a fait des tracteurs, mais s'il n'y a personne pour réparer les tracteurs, pour s'en occuper, il se passe quoi? Il se passe qu'une fois qu'ils sont en panne, on abandonne.
Et donc, il y a toute une filière et qui est génératrice d'emplois également. L'emploi agricole, ce n'est pas seulement celui qui plante des tomates, c'est aussi celui qui va amener les machines, qui va les réparer. C'est aussi celui qui va arriver à transformer le produit. Donc, on a comme ça des filières à développer. Mais pourquoi on le fait? Pour nous occuper du Gabonais de tous les jours. C'est pour cela que moi, dans mon projet, j'ai la question des 150 000 francs CFA à allouer aux Gabonaises et aux Gabonais en difficulté pour sortir de la pauvreté, le revenu universel garanti. Comment vous allez faire? Nous allons y arriver d'ailleurs dans le volet social. social. Dans le social, nous allons y Ce n'est arriver. pas que le social, madame. Parce qu'il faut bien comprendre la mécanique. Lorsque j'indique dans mon projet et dans les 3 premières actions à prendre, lorsque j'indique qu'il faudra prendre une ordonnance pour libéraliser totalement l'économie, parce qu'il faut libérer les énergies, il faut l'entrepreneuriat, il faut l'entreprise, il faut libérer cela. C'est parce qu'on se crée des marges à ce niveau-là qu'on peut mieux financer le social. Et ce programme, il est très important. Et donc ne me dites pas que ce que je dis là, on l'a déjà entendu. On l'a entendu, mais parce que les choses n'ont pas été bien faites, que l'ayant entendu, je propose différent. D'accord, les choses n'ont pas été bien faites et vous l'assumez. Vous proposez également un plan quinquennal de réforme budgétaire et économique. Quelle raison explique finalement cette mesure que vous comptez initier? Comment s'articulerait ce plan? Si vous mettez sur ce plateau 3-4 techniciens du ministère du Budget, ils vous sortiront pas les mêmes chiffres. Chacun sortira son chiffre à lui. Et donc sur cette question du budget, le sujet, il est simple. Quelles sont les recettes exactes de l'État? Quels sont les besoins exacts de fonctionnement de l'État? Une fois qu'on a cela, ça veut dire qu'on ajuste déjà notre fonctionnement à nos capacités. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se produit que depuis plusieurs années, et ça continue, on fait des emprunts d'équilibre. Ça veut dire qu'on va emprunter de l'argent pour financer le fonctionnement. Et c'est cela, la mauvaise dette. Et il faut donc regarder là-dedans. Et j'ai indiqué que ce plan quinquennal, première chose à faire, c'est de nous asseoir avec nos partenaires au développement, notamment les partenaires financiers, pour examiner cette dette-là, regarder ce qu'il y a dedans exactement. Donc vous allez notamment privilégier les emprunts, c'est ça, auprès des institutions de Bretton Woods, par exemple le FMI, la Banque mondiale. Je dis qu'il faut déjà voir quelles sont nos ressources exactement, quelles sont nos marges. Et nous avons une dette qui existe, il faut regarder comment on traite ces questions de la dette. Au détriment des banques commerciales peut-être? Mais les banques commerciales ne sont pas faites pour financer le développement. C'est là que nous nous sommes trompés. En allant emprunter auprès de banques commerciales à des taux d'intérêt élevés et sur quasiment du très court terme. Mais ces banques commerciales ont souvent soutenu le pays, monsieur le candidat. Et ça a permis, malheureusement, ça a entraîné un surendettement. Parce que les taux sont trop élevés et que les contraintes de remboursement sont quasiment immédiates. Monsieur le Président, s'il vous plaît, 7 000 milliards. C'est sa rubrique. 7 000 milliards de francs CFA, environ. Je n'ai pas le chiffre exact, vous me permettrez de le dire ainsi. Mais ce serait bien d'avoir le chiffre exact. Les autorités de la transition ont affirmé avoir trouvé le Gabon dans cet état de lieu. Quelle analyse faites-vous justement de ce niveau d'endettement pour le Gabon? Et vous, une fois élu président au soir du 12 avril prochain, que comptez-vous faire concrètement? Les autorités de la transition n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les caisses de l'État. Elles n'ont pas indiqué quel est le montant exact de l'argent trouvé dans les familles, chez les foyers, dans les domiciles des uns et des autres. Elles n'ont pas dit quel était le montant exact qui a été trouvé chez les uns et les autres. Je vous parle de la dette, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Vous m'avez posé une question, j'y réponds. Sur la dette. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. D'accord. Elles n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les domiciles avec ce qu'on a montré à la télévision. C'était combien exactement? Combien de lingots d'or ont été trouvés? Cet argent a représenté quoi? Et cet argent qui a ensuite été distribué en dehors de tout cadre judiciaire, en dehors de toute norme. Est-ce que c'est ça un état de droit? Non, ce n'est pas ça un état de droit. Monsieur le Président, ça n'a rien à voir avec la question de la dette? Je réponds, madame. Je réponds. D'accord. Et donc, les autorités racontent ce qu'elles veulent. Sur la question de la dette, 7 000 milliards, aujourd'hui 8 500, et peut-être plus, avec des dettes cachées. Parce que Assala, c'est une dette cachée. Et Bomaf, c'est une dette cachée. Dites-nous la vérité, s'il vous plaît. Vous faites beaucoup d'affirmations, Monsieur le Président. Mais quand même, madame, avec des preuves, ce serait... Allez-y, terminez. Madame, plus qu'une minute. Je suis Alain-Claude Bilibizo. Suffit-il? Je suis candidat à l'élection présidentielle. Si ce que je dis n'est pas vrai, et je déplore que dans cette élection présidentielle, on n'ait pas pu organiser de débat entre candidats pour que les Gabonaises et les Gabonais sachent qui est qui propose quoi. Je le déplore. Là, nous sommes ici ce soir, je passe en numéro 2. Mon principal contradicteur passera en numéro 5 ou 6 ou 7.
le temps d'avoir regardé cette émission, le temps qu'on lui fasse des fiches, et il viendra ensuite réciter ces fiches-là. Mais vous n'avez pas parlé de Monsieur le Président, un tirage au sort a été fait. Vous n'avez pas non plus passé en premier. Sur la question de la dette. Monsieur le candidat, on va dire, vos représentants étaient sur place, étaient à la HAC. C'est le fruit d'un tirage au sort, monsieur le candidat. Ça, ne faites pas croire aux Gabonais ce qui n'est pas non plus. Vous savez à qui Il y a vous eu parlez, un tirage au sort organisé par la HAC. Vous savez à qui vous parlez, non? Et on poursuit, s'il vous plaît. Et donc vous connaissez les méthodes, Monsieur le Président. Sur la question Puisqu'en de la 2023, finalement, votre candidat n'est pas passé sur le plateau de la HAC. Encore que même Allons-y, si... allons-y. Encore que même si vous n'avez pas passé en premier. Vous Allez-y. voyez? Allez-y. Est-ce que ceci est dans le conducteur? Cette remarque qu'il fait. Non, c'est Laquelle? Cette remarque. C'est une observation pour les Gabonais qui nous suivent. Reprenez la remarque. Non, allons-y. Poursuivez, monsieur Vous voyez? le candidat. Quand je dis que vous avez le poil qui se hérisse dès qu'on attaque le CTRI. Bien. Encore que c'est vous qui le dites. Mais je l'affirme. Sur la question de la dette, tous les pays se développent en empruntant. Le problème de la dette du Gabon, c'est premièrement, elle est de combien? Qui sait aujourd'hui quel est le montant exact de la dette? On est passé de task force en task force. Personne ne sait quel est le montant exact de la dette intérieure, de la dette extérieure. Tout ceci, on a des éléments cachés. Et ensuite, sur cette question des 7 000 milliards de dettes, ces 7 000 milliards de dettes constituent de quoi? Qu'est-ce qui a été emprunté pour financer quoi? C'est pour cela que moi, je le dis très honnêtement, sur la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, j'ai indiqué que les questions économiques en feront partie. Où est passé l'argent? Qui a utilisé cet argent? Où sont passés les projets? Il faut que les gens en répondent. Moi, je ne peux pas prendre un pays dans une situation telle sans savoir ce qui s'est passé exactement. Et toutes ces personnes qui ont géré l'État sur les questions financières, pourquoi elles ne sont jamais interpellées? Pourquoi on n'en parle pas? Vous parlez d'avant 2023, c'est ça? Avant août 2023? Avant août 2023, bien sûr. Mais la dette ne s'est pas arrêtée. Le CTR emprunte également. Et donc, sur ces sujets-là mais de vous dette, connaissez bien pour sur ces sujets de dette, Vous avez été Premier ministre à cette époque. vous savez que... Allez-y, monsieur le candidat. mais vous étiez en train de poser une question. J'étais en train de dire que vous savez très bien que lorsqu'on fait, par exemple, un emprunt, ça ne se ressent pas sur le coup. Autrement dit, aujourd'hui, la dette qui est ressentie, c'est celle dont les emprunts remontent à au moins 2 ans. Non, ça dépend de quel emprunt. Les emprunts que vous faites auprès de banques commerciales pour payer les fonctionnaires, ça se ressent tout de suite. Et les emprunts qui sont faits chaque mois pour payer les fonctionnaires, c'est tout de suite que ça se ressent. Et là, ça se fait. Donc, j'étais en train de dire que la question du financement du développement, c'est là que ça se pose. Lorsqu'on emprunte pour financer le fonctionnement, c'est là qu'on a des problèmes. Il faut emprunter pour financer le développement. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a emprunté pour faire des infrastructures, les infrastructures vont pouvoir tirer l'économie, générer de l'emploi, créer de la richesse. Mais lorsqu'on a emprunté pour construire une route et que la route n'est pas là, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question de mais cet argent qui a été emprunté et la route n'est pas faite, où sont les responsabilités? Et moi, dans mon projet sur la question de la justice et de la fin de la corruption et de l'impunité, il y a tous ces éléments-là. Donc lorsqu'on parle de cette dette, il faut savoir que la dette au Gabon, il y a la vraie dette qui est portée par l'État gabonais. Il y a d'autres types de dettes qui participent des détournements massifs de finances publiques, à la fois par des entreprises et aussi par des complicités. Mais rendez-vous compte que depuis qu'on parle des détournements dans ce pays et de corruption, combien de comptables publics ont été interpellés? Combien de ceux qui gèrent l'argent de l'État ont été interpellés pour être mis en prison? Il y en a combien? Combien de chefs d'entreprise ont été interpellés et mis en prison? Et donc nous avons un système qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont fait leur fortune en endettant l'État avec des complicités internes. Donc il faut absolument là-dessus une enquête sérieuse et ne pas mettre la poussière sous le tapis parce que la dette nous concerne tous. Monsieur le candidat, vous ne parlez pas de ces 2 dernières années, là, quand même. Mais je parle de toutes les années. D'accord. Y compris les années où j'ai été aux responsabilités. D'accord. Monsieur le Président, excusez-moi, Lariska, nous n'avons plus que 15 minutes pour les questions sociales. Merci. Nous devons poursuivre, s'il Merci. vous plaît. Ce sera la dernière. Brièvement. Vous avez parlé tout à l'heure de la corruption, j'ai envie de dire la corruption zéro. Dans cette ambition de corruption zéro, une fois président de la République, quels sont aujourd'hui les outils qui vont garantir une certaine transparence dans la gestion de la chose de l'État? D'abord, j'ai indiqué dans mon projet que j'allais mettre en place une loi sur la transparence et la morale publique. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le citoyen gabonais, le journaliste que vous êtes, à date, vous ne pouvez pas cliquer sur un ordinateur et savoir quel est le niveau aujourd'hui d'exécution du budget de l'État. Vous ne le pouvez pas. Pourquoi ce serait un secret? C'est le budget de l'État. Deuxième chose, le corrupteur, comme le corrompu, ce qu'il craint le plus, c'est la traçabilité. C'est pour ça qu'on déplace les mallettes d'argent, les sacs d'argent. Et donc, il faut absolument limiter la question de la transmission d'argent. Il faut donc pouvoir mettre en place des mécanismes pour le paiement électronique, pour le paiement en ligne et limiter la question de la circulation de l'argent liquide. Et ensuite, renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption. La corruption est devenue endémique dans notre pays. Elle est, la petite comme la grande, sauf que ce sont les petits qui sont en prison. Mais les grands, ils se baladent dans les caravanes de campagne. Les grands n'ont jamais été emprisonnés dans ce pays, Monsieur le Président? Swali Bongo, oui. Et après, dites-moi, depuis le CTI, quel est le grand qui est en prison? Swali Bongo, vous en êtes sûr? Allez. Mais, attendez, mais Magloire Ngambia, je l'accuse de rien, il a été emprisonné. Et il y en a d'autres. Nous je l'accuse de rien, c'est un fait. Nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, une petite transition et on va parler des questions sur le volet social. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligingema. 9 avril, Joseph Lapensé Essingol. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Allez, on revient sur ce plateau et on va aborder les questions de société, culture et sport. Paquita Love, allez à l'essentiel. Nous avons un peu moins de 15 minutes. À l'essentiel, Martial, Monsieur le Président, vous dites assumer votre passé, votre parcours politique en l'occurrence. Il vous est reproché, une de vos phrases devenue célèbre, malheureusement ou heureusement, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Vous avez récemment touché à la réalité de certains quartiers, de certains Gabonais. Donc on parle là de quartiers sous-intégrés, inondés et j'en passe. Après ce constat, quel est votre regard? Est-ce qu'il reste le même? Et aussi, pour parler de votre PSD, que pensez-vous faire pour améliorer, je dis bien améliorer, les conditions de vie de ces populations et même trouver une solution définitive? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a inondation, on recense, on arrive à régler le problème de celui qui a été inondé, mais celui qui va être inondé demain, comment est-ce qu'on fait? Donc, je tiens à préciser, c'est sans vous faire un procès. Pour mais la madame, célèbre phrase. Je n'ai aucun problème sur les procès. D'accord. Il n'y a aucun problème, je réponds moi. D'accord. La première chose, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je le suis parce que je porte un projet. Je ne suis pas ici, présent, pour venir répondre de la gestion passée. Je n'ai pas été président de la République du Gabon. Je ne l'ai jamais été. J'aspire à l'être là pour le 12 avril 2025. C'est mon aspiration là. Et c'est pour ça qu'il y a des Gabonaises et des Gabonais qui soutiennent ce que je dis et ce que je fais. Première chose. Deuxième chose, dans mon projet, j'entends sortir les Gabonais de la pauvreté. Lorsque je propose ce revenu universel garanti de 150 000 francs CFA par mois, j'ai les financements pour ça. Et ça va concerner immédiatement 160 000 Gabonais qui automatiquement sortiront de la pauvreté. Comment ça se matérialise? Ça veut dire que ce projet, c'est un projet qui permet à la fois de sortir de la pauvreté, mais de réenclencher une économie locale. Un Gabonais qui gagne 150 000 francs CFA par mois à Malinga, il va consommer et l'économie locale va il va percevoir ces 150 000 pendant combien de temps, Monsieur le Président? Madame, le financement de cela, je l'ai indiqué dans le projet, si vous l'avez lu. Ce financement-là, c'est 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la question des institutions qui ne fonctionnent mais qui servent à rien et qui dépensent de l'argent.
J'ai 21 milliards à récupérer dans la suppression du Sénat, dans la suppression du CESE, dans la suppression de la médiature et du CND. Il y a 21 milliards à récupérer. À côté de cela, j'ai indiqué qu'on va prendre 10% des ressources du pétrole, 10% des ressources des mines. Là également, j'ai des milliards à récupérer, 78 milliards à peu près. J'ai également à récupérer sur les ressources fiscales de l'État. Et donc ça me fait un total de 288 milliards de francs CFA qui me permettent de financer le social pour 160 000 Gabonais. Automatiquement, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas d'endettement de l'État. Il y a la réorganisation des finances publiques. Il y a aller chercher l'argent où il est pour nous occuper des Gabonais. Et chaque fois que nous parlons de nous occuper des Gabonais, de peu, de ceux qui n'ont rien, on entend les gens dire « oui, mais ça va coûter ». Mais bien sûr que ça doit coûter. Mais il s'agit de Gabonais. Ça va coûter, il y a également un recensement sérieux et précis qu'il y a à faire. Comment... Mais ça là, quand on est président, on fixe le cap, on fixe l'orientation, et on a un gouvernement avec des techniciens qui mettent en œuvre la politique décidée par le président. Monsieur et donc le Président, ça, oui. La priorité à l'œuvre. vu que je me suis déjà lancé, excusez-moi, dans ce pays, nous avons eu une période où il y avait régulièrement cette chanson, réduction du train de vie de l'État, réduction du train de vie de l'État, sans vouloir revenir sur ce qui se passait avant, Monsieur le Président. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les Gabonais n'ont pas ressenti cette réduction du train de vie de l'État quand on sait que plusieurs postes ont été supprimés. Ça allait plus ou moins dans le sens de la vision que vous partagez. Parce que l'argent n'est pas allé là où il fallait. Moi, je ne supprime pas pour faire fonctionner l'État à nouveau. Je supprime pour envoyer l'argent là où les Gabonais en ont besoin, sur le terrain, dans leur quotidien. Et je vous le dis, madame, les yeux dans les yeux, cet argent existe. Et le Gabonais qui en a besoin existe. Nous sommes là pour apporter des solutions à nos compatriotes. La politique ne sert à rien si on ne peut pas aider ses compatriotes. Et c'est à l'État de le faire. Et je le dis très clairement, ces ressources existent. J'ai des chiffres, j'ai mes dossiers. Et là, on peut en débattre. Je vous dis, voici la loi de finances 2025. On va prendre ici, on va prendre là, on va prendre là pour financer ce projet. Et ce projet, pour le financer, il y a la caisse de solidarité qu'on met en place. Il y a le fonds souverain qu'on met en place pour gérer cet argent et faire en sorte que ça ne soit pas un épiphénomène et faire en sorte que ce soit durable. Mais la mécanique, elle sera en place, vérifiée par le gouvernement et les techniciens pour faire en sorte que celui qui est sorti de la pauvreté ne continue pas à en bénéficier. Et donc ce programme, il existe. 160 000 Gabonais, dès mon élection, sortiront de la pauvreté. Paquita. Monsieur le Président, un sur fait la qui va me question permettre. des Gabonais qui vivent au-dessus de leurs moyens. Oui. Première chose, madame, je n'ai pas prononcé cette phrase de cette façon-là. Oui, c'est vrai, on vous a prêté beaucoup d'intentions. Aujourd'hui, vous êtes là, dites-nous tout. Je ne l'ai pas prononcé de cette façon-là. Il faut que les gens retiennent que j'ai été le Premier ministre qui, lors de sa déclaration de politique générale, a placé la question de la lutte contre la vie chère en axe numéro 1 de son action. Derrière cela, souvenez-vous qu'il y a eu un ministre d'État chargé de la lutte contre la vie chère. Nous avons organisé les assises provinciales contre la vie chère, les assises nationales contre la vie chère. Et je me suis rendu aux assises nationales, aux ateliers. Et dans mon discours de clôture, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle mercuriale des prix. Les témoins sont là, ils existent. Le directeur général à l'époque de la concurrence s'appelait M. Luther Abouna, avec lequel nous avons travaillé avec son ministre de tutelle, ministre de l'économie, pour mettre en place une mercuriale des prix. Cette mercuriale des prix a fonctionné. Et lors du discours de la clôture des assises, j'ai prononcé une phrase en disant, à côté de la réalité de la vie chère, pour laquelle le gouvernement prend des mesures, il faut aussi interroger nos fonctionnements et nos modes de consommation. Car lorsqu'on gagne 300 000 francs CFA par mois et qu'on achète un smartphone à 1,5 million, on vit au-dessus de ses moyens. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. C'est une réalité. Il faut pouvoir dire ce que fait l'État. Et moi, président, l'État va continuer à soutenir. Mais la question du blocage des prix, ce n'est pas la bonne solution. Il nous reste 5 minutes. C'est une solution de court terme. D'autres aspects. Le vrai sujet, c'est comment on fait pour améliorer les services publics. Parce que lorsqu'on a une école de qualité, eh ben, c'est le panier de la ménagère qui s'en trouve allégé. Lorsqu'on a un hôpital de qualité, c'est le pouvoir d'achat qui s'en trouve allégé. Lorsqu'on a des transports de qualité publics, c'est le pouvoir d'achat qui s'en trouve allégé. Et donc, il faut améliorer tout un système. Le blocage des prix n'est qu'un élément ponctuel. On ne peut pas fonctionner sur un blocage des prix, ce n'est pas possible. Nous sommes en économie libérale. Et donc, oui, j'ai prononcé cette phrase, mais je n'ai pas dit que tous les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens.
j'ai indiqué qu'il faut soutenir les Gabonais dans leur consommation quotidienne. Et quand je vais sur le terrain, que me disent les ménages? Ils me disent, depuis 2 ans, le kilo de sucre est passé de 900 francs à 1200 francs. C'est ce qu'on me dit sur le terrain. On me dit que le kilo de riz est passé lui aussi de 800 francs à 1200 francs. C'est ce qu'on me dit sur le terrain. Et donc ces éléments de terrain m'amènent aujourd'hui à constater que l'urgence sociale, c'est de sortir 160 000 Gabonais de la pauvreté dès mon élection. Monsieur le Président, parlons sécurité sanitaire. Parlons sécurité sanitaire. Aujourd'hui, dans votre PSD, qu'est-ce qui est prévu pour la sécurité sanitaire, sachant, pour parler seulement de la CNAM-GS qui déçoit beaucoup de Gabonais aujourd'hui? Il faudra réformer la CNAM-GS. D'abord, dans ce programme-là, j'ai indiqué qu'en matière de santé, il faut mettre un accent sur la prévention. Il faut ensuite la médecine de proximité. Ça veut dire les dispensaires de quartier, mais aussi les hôpitaux d'arrondissement. Avant la question des CHU. Nous avons tout inversé, tout va au CHU. On a mal à la tête, on va au CHU. Il faut que certaines pathologies soient traitées en proximité dans les dispensaires et les hôpitaux d'arrondissement. À côté de cela, il faut réformer la CNAM-GS. Mais c'est d'abord l'État qui doit faire sa part en payant exactement ce que l'État doit. L'État ne reverse pas ce qu'un certain nombre d'agents publics devraient pouvoir payer. Et donc l'État doit l'argent à la CNAM-GS, d'une part. D'autre part, on a par exemple les pétroliers qui ne payent pas. C'est à peu près 200 milliards de francs qu'on peut récupérer chez les pétroliers. Moi, élu, on va discuter avec eux pour voir de quelle manière ils peuvent payer aussi la question de la CNAM-GS. Et ensuite, la politique du médicament. Privilégier le générique. Disponibiliser le médicament à l'hôpital et auprès des populations. Sur la question de la santé, je termine sur un dernier point. On forme les médecins, on forme les spécialistes, mais les infirmiers et infirmières, les femmes de salle, on n'en forme pas beaucoup. Or, tout commence là. C'est un ensemble de choses et c'est dans le projet que nous portons, madame. Monsieur le Président, pourtant, pendant plusieurs années, la principale école qui forme les infirmiers est restée fermée. C'est parce que ça n'a pas fonctionné que je suis candidat pour faire différent. Armstrong. Vous le comprendrez une bonne fois, madame? Non. Bien, c'est bon. Essayez de le comprendre. Monsieur le Président, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. C'est trop facile de dire, non, madame, vous faites un jugement de valeur. Vous faites un jugement de valeur. Ça fait plusieurs années que cette école est restée fermée, alors que vous étiez aux manettes à ce moment-là. C'est bien de dire aujourd'hui que c'est parce que c'était mauvais avant que je propose autre chose. Madame, mais c'était mauvais pourquoi? Madame, comment on a pu laisser la seule école qui forme les infirmiers fermée pendant 3 ans? Vous avez bien quelque chose à nous dire. Quoique vous n'êtes pas forcément responsable de ça, mais au niveau de responsabilité que vous avez eue, vous avez quand même quelque chose à nous dire là-dessus. Madame, vérifiez vos archives. Au mois de juillet 2023, en Conseil des ministres, j'ai obtenu la réouverture de ces écoles-là. J'ai obtenu les concours dans ces écoles-là. Ces concours ont été faits. Je me suis rendu à Mouila avec le ministre de la Santé, vérifier la réflexion de l'école de Mouila par la BAD. Je me suis rendu à Makokou avec le ministre de la Santé pour annoncer la réhabilitation de l'école de santé de Makokou. J'ai été sur place. Et il y a eu le 30 août, madame. Moi, j'ai été Premier ministre de janvier 2023 à août 2023. Ça vous semble peut-être l'éternité, mais c'était 7 mois. Peut-être l'éternité à vos yeux, mais c'était 7 mois. Et imprégné de ce qui n'a pas fonctionné, je propose à mes compatriotes une rupture avec cela. Et on a compris. Et je le propose, madame. Le candidat. Maintenant, votre jugement de valeur pour me dire c'est trop facile, vous pouvez le garder. Moi, je vous dis simplement, je tiens compte de ce qui n'a pas fonctionné et au vu de cette expérience-là, je propose autre chose pour mon pays. Et j'en ai les capacités, madame. Et je suis prêt à diriger ce pays et à lui donner une vraie impulsion pour qu'on se développe. D'accord. Allez. Une dernière question quand même, une dernière question. Je m'en voudrais, Martial, s'il te plaît. Monsieur le Président, nous ne saurons terminer nos questions sans parler d'un secteur qui nous tient à cœur, hein, le secteur communication. Vous avez initié à l'époque, vraiment je le redis sans vous faire un procès, plusieurs réformes dans l'audiovisuel public. La question. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de toutes ces réformes? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous, communicateurs, dans votre projet de société? C'est dommage qu'on n'ait pas parlé des questions de culture, des questions de sport et d'autres types de questions. Qui ne font pas partie de votre programme de société. Vous n'avez pas évoqué la question. Je suis désolé, vous n'avez pas lu.
Je suis désolé, vous ne l'avez pas vu. En tout cas. Lorsque je parle de décentralisation et d'investir massivement dans nos provinces, je parle d'investir dans la question des infrastructures de sport et de culture. C'est dans le cadre de la décentralisation. Il faut lire le projet. Et je dis qu'il faut mettre 20 milliards par an dans nos provinces, dans chacune des provinces, et 40 milliards à Libreville pour précisément réhabiliter nos infrastructures et offrir à nos jeunes des espaces de culture et de sport. J'ai été ministre des Sports et de la Culture, vous le savez. Exactement. Sur la question de la communication. En 30 secondes, s'il vous plaît. Le premier sujet, qu'a-t-on fait et que fait-on aujourd'hui de la RAC? Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'était pas fait pour financer le fonctionnement des ministères. C'était fait pour aider l'audiovisuel public. Qu'est devenue la RAC aujourd'hui comme réforme? Comme réforme, on a rendu autonomes les chaînes, mais on ne les a pas aidés à se financer. Et donc cette autonomie de gestion ne s'est pas accompagnée d'une autonomie de financement. Moi, président, on va autonomiser les chaînes publiques de radio et de télévision et les aider à produire des contenus qui vont aider les artistes à trouver de quoi se satisfaire. Voilà, Monsieur Bilebidze, nous avons débordé d'1 minute. Allez, les Gabonais vous regardent. Votre mot de fin pour qu'ils puissent diriger leur choix vers votre personne. Mes chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat à la rupture pour en finir avec ce qui n'a pas fonctionné. Mais je suis le candidat qui porte l'espérance pour cette jeunesse gabonaise, à qui je propose un revenu qui permette de soutenir sa quête d'emploi. Je suis candidat pour ces hommes âgés, 3e âge, à qui je propose un minimum vieillesse. Je suis candidat pour soutenir les Gabonais et sortir de la situation actuelle de pauvreté qui gangrène nos territoires. Je suis candidat pour porter une nouvelle espérance pour notre pays. Et je le dis, le 12 avril prochain, il n'y a que 2 choix possibles. La continuité d'un système avec celui qui l'incarne aujourd'hui et qui a autour de lui ceux qui ont été là depuis toujours, ou alors la rupture avec cette jeunesse qui nous accompagne, qui croit en nous, et je suis candidat pour cela. Le 12 avril, faites le bon choix. Choisissez Alain-Claude Bilebidze pour la réforme, la transformation de notre pays et pour la rupture, afin d'avoir une nouvelle espérance. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le candidat, et bonne chance. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Un candidat, un projet. On se retrouve demain lorsqu'il sera 21h30. Bonsoir chez vous. Bon 24, information immédiate, encore bien y a c'est ça. Bien y a une fait 8 ans, 20.